BFM Business, Intégral Placement, le Club IMO. Et oui, comme chaque mercredi, le Club de la Presse IMO avec cette semaine Olivier Marin, rédacteur en chef de Propriété du Figaro. Bonjour Olivier. Virginie Grolot, journaliste à l'Obs, spécialiste de ce marché immobilier. Bonjour Virginie. Bonjour. Et Marie Cœur de Roy pour La Vie IMO, le site bourse, site, à chaque fois je la fais celle-là, site immobilier de BFM. Guillaume, la bourse, l'immobilier. Mais oui, on est une grande famille finalement. Et donc vous suivez jour après jour Marie pour BFM Business et La Vie IMO, ce marché de la pierre. Bon, c'est une tradition Olivier, et on est véritablement addict de ces statistiques de l'immobilier que vous nous livrez chaque semaine. Les chiffres, oui. Oui, alors bon, on sait de toute façon que là, on va dire la FNIM, Century 21, en fait, les grands réseaux préparent pour la semaine prochaine justement leurs chiffres sur, on va dire, la mi-temps de l'année, en fait, avec le premier semestre 2016 qui a priori est plutôt bon. Les bonnes nouvelles du marché nous viennent évidemment des taux de crédit qui ont été divisés par 3 depuis 2000. Il faut savoir qu'en 2001, nous étions au niveau des taux de crédit à 5,62 et pour le mois de mai 2016, taux fixe moyen toute durée confondue, donc on le rappelle, 1,77%, nous étions à 1,80 en avril, et tous les courtiers en fait rivalisent de communiquer, ça a bombardé dans tous les sens, et le dernier en date c'était KEFPI, qui indiquait il y a quelques jours que décrocher un prêt immobilier à moins de 10 ans, c'était possible, auparavant c'était 7 ans, politique évidemment accommodante de la BCE, et puis les banques qui tentent de capter cette nouvelle clientèle, tout ça, ça incite à prêter. Et puis on a un autre indicateur, alors c'est l'étude annuelle du crédit foncier sur le parcours d'acquisition qui fait ressortir à l'image du marché une plus grande fluidité des transactions, puisque 7 ménages sur 10 achètent leur logement en moins d'un an de recherche. Ils étaient la moitié en 2014 et 6 sur 10 en 2015. La durée moyenne avant de signer un compromis de vente, c'est 4 mois et demi. Et toujours selon l'étude, avant de trouver la maison ou l'appartement de ses rêves, il faut visiter combien ? Selon vous, Guillaume? 3, 4, 5 biens immobiliers. 15. C'est 6 biens, c'est une moyenne. Et les moins de 30 ans sont les plus rapides à les trouver. 96% utilisent évidemment Internet. Et la maison a toujours la cote. Et parmi les critères les plus cités, le nombre de pièces qui arrivent en premier devant la situation géographique. Et puis après, on a le balcon, le jardin. Et puis, en 4e position, la proximité des transports en commun. Il n'y a pas la baignoire ou la douche? Non, ça, il n'y a pas. Ou alors, c'est beaucoup plus tard. Il y a le Labrador, quand même, qui fait partie de la maison. On achète une maison et le Labrador qui va avec, Olivier, non? On l'achète après. On l'achète après, c'est vrai. Puis pour l'appartement, c'est plus le caniche. Tiens, vous nous disiez, la maison, ça continue de cartonner. Les Français continuent de rêver de s'acheter une maison. Justement, Virginie, comment évoluent les prix des maisons en France, là, en ce milieu d'année? La bonne nouvelle, alors ça a été donné par le constructeur Domexpo, vous savez, qui réalise ces villages de démonstration en fait un peu partout. La bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle apparente, c'est que le prix baisse. En 2015, il fallait en France en moyenne 165 000 euros pour faire construire sa maison. Ça fait un budget de 1 378 euros du mètre carré et une surface de 120 mètres carrés. Simplement, si on regarde par rapport aux chiffres 2014, on constate quand même que le budget moyen est en baisse. Alors quand même, comme l'a dit Olivier, que les taux de crédit sont excessivement bas et donc permettent d'emprunter plus. Ça veut dire que les ménages, puisque le prix moyen est resté constant, achètent plus petit et ils achètent même aussi des terrains plus petits puisqu'on est passé en moyenne de 1100 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme comme différence. Je suis d'accord. Simplement, si on regarde l'Île-de-France, qui est un marché très actif pour les primo-accédants, il faut savoir qu'il y a à peu près 75% de primo-accédants dans la construction de maisons individuelles en Île-de-France. Ah oui. La surface est passée de 133 à 122 mètres carrés, donc on a quand même perdu quasiment une chambre. 11 mètres carrés, c'est la surface d'une chambre, donc c'est quand même beaucoup. En combien de temps? En 2 ans? En un an. En un an. En un an seulement. Et les terrains sont passés de 820 à 717 mètres carrés en moyenne, donc les budgets se sont donc mécaniquement restreints. Donc on a aussi affaire à des constructeurs qui proposent des surfaces plus compactes, peut-être un petit peu mieux aménagées, compte tenu de toutes les contraintes dont on entend parler entre la réglementation thermique, l'accessibilité, etc., etc. Mais on peut dire que les Français sont plus raisonnables et en tout cas on voit bien que c'est bien cette cible de primo-accédants puisque les budgets sont un peu plus restreints. D'accord. Il n'y a aucun rapport avec la taille. Par exemple, Marie qui mesure 1m20, elle va pas s'acheter une petite maison parce qu'elle est toute petite. Ça n'a rien à voir. Olivier, il est grand, il va s'acheter une villa. C'est petit, Guillaume. Je crois qu'on ne va pas refaire le débat sur la tiny house. Il vaut mieux quelque chose de petit et bien agencé que grand et fait n'importe quoi. Absolument, très bien. Elle parle de vous, Olivier. Bien sûr que non, Olivier.
Bon, voilà, on a perdu une pièce quand on s'achète une maison, une pièce en un an. Je m'en vais. Autre indicateur de la reprise du marché immobilier, Olivier, l'immobilier haut de gamme que vous aimez tant, comment se porte-t-il? L'immobilier haut de gamme, là, en tout cas, c'est une très belle étude menée par le cabinet Xerfi sur les cadors de l'immobilier, c'est-à-dire les Barnes, les Féo, les Sotheby's. Généralement, on a des études au cas par cas. Là, on a l'ensemble, en fait. Étude très bien menée et qui nous indique, en tout cas, que l'année, on s'en doutait, 2015 aurait été très bonne. Progression de 17% en Ile-de-France et de 10% dans le reste du pays pour l'immobilier haut de gamme. Et Paris qui continue d'attirer les grosses fortunes et les étrangers. Et pour les biens de plus de 1 million d'euros, 2000 transactions ont été recensées l'an dernier dans la capitale. C'est plus 33% sur un an, c'est pas rien. À Paris, il faut savoir que 70% des biens de plus de 4 millions d'euros sont achetés par des étrangers. Illustration en image, ici avec l'une des plus belles ventes à Paris. On va le voir en image, un triplex qui donne directement sur les Champs-Élysées. On est du côté du Champ de Mars. C'est un bien au-delà de 10 On l'attend, Olivier, vous inquiétez pas, il va venir ce bien. Peut-être. En tout cas, les prix se sont ajustés de 15% depuis 2 ans. Et selon Xerfi, la reprise va se consolider. Le cabinet d'études table sur 10% de transactions supplémentaires cette année, 5% de plus en 2017, tout cela dans un contexte de stabilisation des prix. Enfin voilà, il y a un article très complet que je vous invite à lire de Sophie Vincelot sur Propriété Le Figaro, justement sur cette étude. D'accord, et plus 33% donc. Ouais. À Paris en Ile-de-France. En Ile-de-France sur les biens de plus d'1 million d'euros. Oui, absolument. Et puis il va y avoir ce référendum britannique là. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a une conjonction d'éléments, c'est-à-dire qu'il y a l'extrême volatilité des marchés financiers dont on avait déjà parlé, qui effectivement fait de la pierre encore plus une valeur refuge, même si elle l'était déjà. Et puis il y a effectivement cette perspective du Brexit, même si on aura la solution ou l'issue du débat dans quelques jours. Mais c'est vrai que là, tous les spécialistes de l'immobilier de luxe constatent quand même qu'il y a un attrait retrouvé pour l'immobilier de luxe français, et c'est plutôt plaisant, ça se voit dans les chiffres de manière assez spectaculaire. D'accord, d'ores et déjà, avant même le référendum. Mais depuis le début de l'année à peu près. Bon, et puis de toute façon, il y a des clauses Brexit qui sont insérées dans les contrats, d'entreprise. Oui, ou même. C'est-à-dire, c'est quoi ces clauses Brexit? Simplement, en fait, en fonction du résultat du référendum, acquéreurs et vendeurs pourront avoir une faculté de délit de manière à pouvoir rompre leur engagement selon ce qu'ils souhaitent. Donc j'investis en Grande-Bretagne, j'achète un bien immobilier aujourd'hui en Grande-Bretagne, il y a une clause, compte tenu de ce référendum à venir, il y a une clause qui me permet, même si j'ai signé pour l'achat d'un bien, de me retirer au dernier moment si le Brexit, c'est un Brexit. Essentiellement sur l'immobilier d'entreprise, et c'est vrai que parce que du coup les investissements ont commencé à baisser depuis quelques mois, les spécialistes du secteur en Grande-Bretagne se sont dit oulala, on ne peut pas avoir une chute aussi spectaculaire, il va falloir qu'on leur offre une porte de sortie potentielle pour qu'ils puissent continuer à investir, voilà l'enjeu. Ouais, c'est aussi de soutenir l'immobilier britannique et éviter l'éclatement éventuel de la bulle. Y a-t-il une bulle ou pas? Y a-t-il une bulle? Voilà, c'est encore un autre débat. En tout cas, l'immobilier haut de gamme se porte bien. Oui, et puis il y a autre placement. Vous êtes très friand des placements. Il y a un pays qui cartonne en ce moment auprès des Français justement qui veulent placer leur argent. C'est le Portugal. On a eu sur 25 000 transactions conclues au Portugal au cours du premier trimestre 2016. 20% concernent des acheteurs étrangers. On regarde dans le détail. Sur les 5 000 ventes, les Français représentent un quart. Ensuite, 18% les Britanniques et 13% les Chinois. Évidemment, l'argument fiscal en béton, tout ce qui est exonération d'impôts pendant 10 ans sur le revenu. Et puis, c'est le sud du Portugal qui est plébiscité. Oui. Pourtant, il fait pas très beau au Portugal. La semaine dernière, il faisait 17 degrés à Lisbonne. C'est pas un climat méditerranéen. Je trouve qu'on est mal placé pour parler de la météo au Portugal. Oui, c'est vrai. Pas de leçon à donner dans le domaine. C'est vrai. Mais c'est un climat atlantique. Il faut quand même l'avoir en tête. Olivier, vous adorez le haut de gamme. On vient de le voir. Virginie, elle, c'est dada. Virginie, c'est autre chose. Virginie, elle est plus sensible au. Ah, mais il faut parler de tout le monde et elle est plus sensible aux Français qui connaissent un peu plus de difficultés. Sans transition donc Virginie, après le haut de gamme d'Olivier, vous voulez pousser un coup de gueule sur les APL, les aides publiques au logement, rabotées désormais, c'est ça? Alors un coup de gueule, oui, sur les APL rabotées, c'est un dispositif qui était prévu dans la loi de finances, donc c'est pas une surprise, c'est pas un nouveau texte, c'est pas quelque chose que le gouvernement a sorti du chapeau. Simplement, donc dans la loi de finances 2016, il y avait plusieurs petits aménagements prévus sur les allocations logement et notamment la prise en compte du patrimoine des ménages, parce qu'évidemment si on a beaucoup d'argent, on peut se demander si on a vraiment besoin des APL, même si c'est pas toujours mobilisable, ça se discute, mais c'est comme ça. Donc ça, le décret est en attente. Et par contre, celui sur la dégressivité par rapport au montant du loyer, il est actuellement en cours d'élaboration. 1er juillet, c'est ça? Il devrait s'appliquer au 1er juillet, c'est ça. Et c'est la Confédération nationale du logement qui tire la sonnette d'alarme en disant mais ça fait 80 000 ménages concernés
qui certes ont des loyers élevés par rapport à leurs revenus, mais c'est peut-être aussi tout simplement, non pas par choix, mais parce qu'ils justement n'ont pas le choix. Alors pour être tout à fait honnête, Virginie, il faut quand même, il y a la prise en compte aussi de la surface de l'appartement. C'est pas, enfin, il y a quand même, c'est un peu moins bête et méchant que ça n'a l'air comme ça. Enfin. Oui, mais c'est pas le marché locatif, il n'est pas aussi souple que ça, notamment dans les zones tendues. Donc il faut peut-être prévoir des aménagements, des assouplissements ou des discussions ou être prévenu. Et je ne pense pas que le gouvernement soit fait état, en tout cas, il fait beaucoup de publicité sur cette mesure qui doit s'appliquer au 1er juillet. Ils sont quand même, soyons tout à fait honnêtes, ils sont quand même allés nettement moins loin que ce dont il était question fut un temps quand il était question de réformer les APL. Ouais. Oui, ils sont allés ça moins aurait pu être pire, Virginie. Non, mais on avait parlé de prendre d'accord, mais ça les revenus des satisfait parents pour les étudiants. Il y avait quand même pas mal de choses discuter aussi. Enfin, à partir d'un certain seuil de revenus, on peut considérer aussi que les parents vont devoir. Non, mais tout peut se discuter, mais on peut aussi discuter de l'effet inflationniste de ce type d'aide sur les prix. Et enfin voilà, on peut. Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a eu beaucoup d'abus, qu'il fallait réglementer, revoir les choses après. Quel est le curseur précis, exact, jusqu'où faut-il aller? De toute façon, là, vouloir corriger les effets pervers des APL, c'est pas en soi mal. Tout à fait. Mais là, on est sur la discussion du curseur, on est sur un calendrier aussi, parce qu'il y a des mesures qui sortent à certains moments, je le rappelle. Et donc voilà, là, il va falloir en tout cas que le gouvernement publie les détails du texte, ce qui est attendu, et donc on en saura plus, je pense, d'ici quelques jours. Voilà, puisque mise en application 1er juillet de ces appels rabotés. Bon, parallèlement, il y a aussi d'autres aides qui sont nouvelles, enfin qui sont récentes, mais quand même dues à ce gouvernement. Par exemple, l'encadrement des loyers, ça aide quand même les jeunes à se loger. Enfin voilà. Oui, alors pour l'instant, l'effet de l'encadrement des loyers, c'est juste. Non, mais c'est. Il est 29. C'est juste à peine 20%. L'efficacité n'est pas encore prouvée de l'encadrement des loyers, ça c'est sûr. On poursuit ce club de la presse IMO et des conseils pour vous aider à investir, ce sera dans un instant. À tout de suite sur BFM Business.